Bonjour à toutes et à tous. Considéré d'un point de vue économique, le concept d'industrie culturelle désigne aujourd'hui l'ensemble des entreprises produisant, avec des méthodes industrielles, des biens immatériels tels que livres, musique, cinéma, radio, télévision. Alors voyons tout d'abord le devenir probable de l'édition. Ce métier de l'édition, qui regroupe globalement trois phases. 1. La gestion d'un projet éditorial. 2. La production de l'objet livre, journal ou magazine. Et 3. L'exploitation du produit fini. La partie industrielle, ça concerne essentiellement la fabrication de l'objet. Et cette partie est associée à la notion d'imprimerie. Depuis les scribes de l'Égypte antique, qui gravaient sur la pierre et écrivaient sur un papyrus, jusqu'aux moines copistes médiévaux, qui passaient leur journée à recopier à la main des œuvres originales, eh bien l'homme a essayé régulièrement d'automatiser les moyens pour pouvoir dupliquer des documents manuscrits. Les premiers inventeurs, ce furent les Chinois, qui mirent au point la xylographie, au 7e siècle. Xylographie, procédé de reproduction multiple d'une image sur un support plan, papier ou tissu, en utilisant la technique de la gravure sur bois comme empreinte, pouvant être reproduite par impression. Par la suite, les Chinois, encore eux, ont été les premiers à utiliser les caractères mobiles, caractères qui au départ étaient en terre cuite, et ceci au XIe siècle. Cette technique permettait d'accélérer les procédés de mise en page des textes en réutilisant les caractères plutôt que de graver une planche entière à chaque page. À partir de 1448, l'allemand Gutenberg mit au point un procédé utilisant des caractères mobiles en métal, donnant ainsi naissance à la typographie jusqu'au XIXe siècle. Toutes les innovations techniques au procédé Gutenberg ne furent que des modifications de détails visant à améliorer le rendement. L'imprimerie a connu une première révolution. Il a fallu attendre les années 1880, avec l'invention de la linotype. Cette machine, la linotype, accélérait la composition en substituant au registrage manuel des caractères mobiles une saisie au clavier de chaque ligne de texte. Ensuite, un siècle plus tard, au début des années 1970, les premiers procédés de photocomposition apparus, photocomposition, système de miroir, dans lesquels les caractères étaient ajourés, servant ainsi de pochoir à la lumière. On composait les textes au kilomètre qui allaient ensuite être montés sur des supports et la mise en page se faisait manuellement avec de la colle, des ciseaux, des couteaux à lame rétractable et des caractères transfert, le fameux caractère transfert. Une deuxième révolution de la filière intervint avec l'apparition des premiers ordinateurs personnels à partir de 1980, permettant ainsi la démocratisation de la publication assistée par ordinateur, la fameuse PAO, puis, peu de temps après, avec les presses numériques, autre révolution, autre variant de cette révolution, presse numérique permettant des tirages instantanés et même des tirages à l'unité. Eh bien, avec la décroissance de l'énergie et des métaux, c'est toute la chaîne de fabrication qui se trouvera progressivement remise en question, mais également la conception amont avec la fin des ordinateurs. Le retour à la photocomposition ne sera pas vraiment envisagé à cause de sa dépendance trop marquée vis-à-vis du système photoélectronique, dont la maintenance ne pourra plus être assurée. La survie de la filière deviendra alors liée à la remise en service des linotypes abandonnés à partir des années 1960, mais
probablement il en restera très peu en état de marche, et encore moins en état tout court ou en capacité technique d'être réparé. Et alors, faute de linotype récupérable, c'est le système typographique qui restera le dernier recours sous réserve de la disponibilité en plomb pour les caractères mobiles. Plomb largement épuisé au niveau des réserves exploitables, nous l'avons vu lors de la chronique précédente, et dont la récupération à partir d'objets périmés, dont notamment les innombrables batteries d'accumulateurs délaissés après la fin du rêve électrique, eh bien cette récupération deviendra un enjeu majeur pour la poursuite d'une activité d'imprimerie toutefois minimale. Il s'ensuivra dès lors un ralentissement considérable du nombre de livres publiés, conjointement à une quasi-disparition de la littérature commerciale et de la littérature de divertissement, ainsi que disparition des multiples institutions de prix littéraires qui avaient fleuri dans la première moitié du siècle pour des raisons purement mercantiles et de connivence. Alors voyons maintenant le devenir probable de l'industrie musicale. Industrie musicale, terme qui désigne les activités contribuant à l'offre de produits musicaux obtenus à partir d'un processus industriel de reproduction. L'histoire de cette industrie comporte quelques étapes ou dates importantes qu'il faut rappeler, parmi lesquelles la naissance du disque en 1898 grâce à l'ingénieur allemand Emil Berliner, puis les améliorations successives qui amenèrent à un disque de cire comportant des enregistrements sur deux faces, le gramophone en 1925, puis le standard technique du fameux 78 tours en cire recouverte de gomme laque au début des années 1930. Et enfin, le micro-sillon, disque en polychlorure de vinyle, le fameux vinyle, à partir de 1950. Après 1990, 40 ans plus tard, le disque compact apparut, disque optique capable de stocker des données sous forme numérique, et il remplaça définitivement le micro-sillon. Les années 2000 virent ensuite le développement de nouvelles technologies autour du numérique, permettant la dématérialisation des supports, dématérialisation laissant dès lors entrevoir la fin du CD. Apparut également la compression des fichiers et l'envoi à distance de ces fichiers. Cette évolution fulgurante de l'industrie musicale se traduit d'ailleurs en termes chiffrés, ainsi que les formats physiques de CD, qui faisaient plus de 97% du chiffre d'affaires mondial en 2000, n'en faisaient plus que 70% en 2009 et n'en font plus que 50% à partir de 2019. N'en faisaient que 50% en 2019 et ce pourcentage a dû encore baisser significativement depuis 2019. Cette informatisation de la production musicale, à l'instar de l'informatisation de l'édition littéraire, elle a abouti à une inflation considérable au niveau de la production d'œuvres à caractère de divertissement. Mais la fin de l'électronique et la fin du pétrole modifiera cette filière encore plus rapidement que leur essor ne l'avait fait précédemment. Si la fabrication des CD en polycarbonate s'interrompra en même temps que la pétrochimie, plus de pétrochimie, plus de CD, eh bien, les fichiers numériques enregistrés sur des supports matériels, disques durs, clés USB et les CD eux-mêmes, ne resteront exploitables, écoutables, que dans la mesure où l'utilisateur individuel possédera encore un lecteur en état de marche et une possibilité également de fabriquer son électricité domestique.
Le retour au micro-sillon en vinyle n'étant pas envisageable, pour les mêmes raisons, il est probable que des procédés physiques datant des débuts du XXe siècle, notamment la technique disque en cire d'abeille, recouvert de gomme-laque issue de la sécrétion de la cochenille asiatique Keria lacca, seront remis en service, ainsi que les anciens appareils de lecture, tels que les gramophones équipés d'un moteur à ressort. Globalement, on pourra quand même parler de la fin définitive de l'industrie musicale à partir des années 2070, date à partir de laquelle on assistera à la généralisation au niveau mondial de la diffusion de tous les différents types de musique, symphonique, musique de chambre, chansons, de la diffusion sous forme de spectacles vivants. Cette évolution s'accompagnera de la multiplication des petites salles de concert, parallèlement à un développement du goût du public pour le contact direct avec les artistes musiciens. Si l'électrification des instruments sera plus de mise, bien entendu, une amplification de la voix, par contre, restera sans doute possible grâce à la production, par un moyen artisanal, souvent un cycliste pédalant dans les coulisses de la salle de concert, par la production d'une faible quantité d'électricité nécessaire au bon fonctionnement d'un microphone pour l'amplification de la voix. Voyons maintenant le devenir probable du cinéma. Le cinéma qui, avant d'être un art, avant d'aspirer à être un art, et avant même que d'être devenu une industrie, le cinématographe fut au départ et fut d'abord une technologie. C'est très exactement le 28 décembre 1895, dans le Grand Café à Paris, Grand Café chanté plus tard par Charles Trenet, que les frères Lumière organisèrent la première projection publique d'un film. Première projection publique au monde d'un film. La sortie des ouvriers de l'usine Lumière. En 1896, les frères Lumière ouvrirent des salles de spectacle cinématographiques à Londres, Bruxelles, New York, diffusant ainsi la quarantaine de films qu'ils avaient tournés sur la vie quotidienne des Français à l'époque. Le public était alors fasciné de voir des moments ordinaires de son existence se dérouler devant ses yeux sur un grand écran. Né pendant le cours de la Révolution industrielle, avant laquelle il n'existait pas, le cinématographe ne présentait alors nullement les caractéristiques d'une industrie. Une industrie au sens de l'utilisation importante de ressources énergétiques, minérales et de capitaux financiers. Peu après la première publique de leur premier film, Louis Lumière aurait même déclaré « Le cinéma est une invention sans avenir », mais en sous-entendant probablement sans avenir pour ce qui concerne son développement industriel. Car le cinéma en tant que tel, on vient de le dire, n'est pas un gros consommateur d'énergie ni de minerais. Une simple caméra cinématographe sur le mode de l'appareil inventé en 1895 par Louis Lumière, inventé avec l'aide de l'ingénieur Jules Carpentier, une simple caméra mue par une manivelle ou par un moteur à ressort est capable d'imprimer une fine bande à base de cellulose qui sera ensuite projetée en image contre un mur par le même appareil. C'est l'exemple parfait d'une technologie légère, d'une low-tech telle que nous la concevons aujourd'hui. L'industrialisation de cette activité, cette industrialisation ne fut qu'une externalité négative de cette technologie, autrement dit, elle n'était pas consubstantielle à ses caractéristiques initiales. Bien au contraire, cette industrialisation fut le résultat d'une volonté délibérée de l'homo industrialis de se détourner de l'esprit des films des frères Lumière.
Film qui avait pour seul objectif d'être un reflet de la vie sur Terre, sans détourner afin de s'engager dans des représentations fictives, nécessitant la mise en œuvre d'énormes moyens en hommes, en énergie, en matières premières à tous les échelons de la filière, le tournage, le montage, la diffusion, l'exploitation des salles de projection. En 2021, le chiffre d'affaires de l'industrie cinématographique mondiale atteignait 228 milliards de dollars, soit presque autant que le budget de l'État français. Eh bien, la décroissance énergétique et minérale sonnera la fin de l'industrie du cinéma. Le cinéma devenant alors une activité domestique artisanale réservée aux amateurs compétents. Alors voici pour le pronostic numéro 14, la désindustrialisation de la culture. Et je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et pour le prochain pronostic, le 15e pronostic, l'agriculture enclenche la marche arrière. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.